Ça va bien se passer. Anti-clash. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Vous êtes rétrograde. Vous êtes dingue. Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Tu fais monter le racisme en France. De toute façon, vous ne m'écoutez pas, donc C'est vous qui êtes dingue. Toute la lessive de la presse. Non, mais laissez-nous parler. Bienvenue sur Anti-Clash, une émission qui va au fond des sujets polémiques sans tomber dans le clash. Je suis Raphaël Tisblatt et aujourd'hui Anti-Clash propose de continuer le dialogue au sein de la communauté juive de France qui, dans une certaine mesure, se sent solidaire face aux attaques dont elle peut être l'objet et dans une autre mesure est de plus en plus divisée sur les questions de l'antisémitisme, du sionisme et du rapport à Israël. Comme beaucoup d'autres juifs, nos invités d'aujourd'hui ont été très marqués par les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et par les répercussions de l'opération militaire israélienne qui s'en est suivie sur la société française. La place des Juifs, l'antisémitisme, la question du sionisme semble désormais au cœur des débats politiques nationaux et les divisions n'affectent pas seulement les relations entre communautés, mais également les relations au sein de chaque communauté. L'antisémitisme, s'il a des manifestations réelles et incontestables, peut-il être aussi parfois instrumentalisé ? La critique d'Israël est-elle possible dans un cadre humaniste ? Et si oui, comment et jusqu'où ? J'invite donc aujourd'hui une femme et un homme, tous deux juifs, et qui représentent un spectre politique, comme la dernière fois, assez réduit, mais nous allons explorer certaines de ces différences qui concernent nos deux invités et éventuellement les organisations qu'ils représentent et, plus largement, les différences qu'ils ou elles perçoivent au sein de la communauté juive en général. Anti-Clash continue de penser que le dialogue intracommunautaire ou intra-identitaire est plus que jamais nécessaire. J'accueille donc aujourd'hui Sarah Eisenman. Elle a 39 ans, elle est chef d'entreprise, elle a travaillé pendant 5 ans à la Fondation France-Israël et elle est cofondatrice de My Photo Agency. Et elle est fondatrice et présidente de Nous Vivrons, collectif juif constitué d'anciens militants d'SOS Racisme et de l'Union des étudiants juifs de France et né dans la foulée du 7 octobre pour lutter contre l'antisémitisme. Et puis j'accueille aussi Alexandre Journeau pour la seconde fois dans ce podcast. Il a 35 ans, il est ingénieur, il milite à Golem et à La Paix Maintenant. Il est par ailleurs chercheur indépendant en histoire des idées, les idées qui ont animé le monde juif français au XXe siècle. Franco-judaïsme, assimilation, judéité, haine de soi, sionisme, antisionisme, diasporisme, etc. Et il écrit des critiques pour la revue Conditions, l'INRAER, l'Institut de recherche et d'études sur les radicalités politiques, pour Sifri et Anou, portail de la littérature juive, ainsi que sur son blog. Bienvenue à tous les deux. Vous êtes tous les deux juifs, tous les deux sionistes, tout en défendant tous les deux, je crois, le principe de deux peuples, deux États, et vous luttez chacun à votre manière contre l'antisémitisme. Une question, parce qu'on a vu ces derniers temps, et notamment cette dernière année et demie, fleurir beaucoup de nouvelles organisations, collectifs, mouvements, notamment pour lutter contre l'antisémitisme. Est-ce que vous pourriez essayer de commencer par expliquer pourquoi, selon vous, il y avait besoin de créer une organisation comme Golem, par exemple, et puis une organisation ou un collectif comme Nous Vivrons, pour lutter contre l'antisémitisme? Qu'est-ce qui manquait dans la société française dans cette lutte contre l'antisémitisme que vos deux organisations ont voulu combler? Et puis, qu'est-ce qui les sépare éventuellement aujourd'hui? Qui voudrait commencer, Sarah? Avec plaisir. On a de longue date un tissu associatif communautaire très riche et c'est une grande fierté. Pourquoi c'est une grande fierté? Parce que quand on continue à militer, ça veut dire qu'on continue à y croire et on continue à exister. On entend de part et d'autre que les Juifs seraient revanchards à l'égard de la République, que les Juifs de France voudraient justement la quitter pour Israël ou d'autres territoires où il ferait bon vivre. C'est pas le cas, puisqu'on a aujourd'hui une communauté estimée à 400 000 personnes qui est représentée par des institutions comme le CRIF, le Fonds social juif unifié, l'Union des étudiants juifs de France, où j'ai eu la chance d'évoluer, où j'ai rencontré mes petits copains du collectif Nous Vivrons, et aujourd'hui des associations contemporaines qui déploient un mode opératoire plus en phase avec, je crois, les attentes du militantisme actuel. Et en tout cas, je peux répondre pour le collectif Nous Vivrons. Nous, c'est pour ça qu'on s'est créé. À aucun moment, on veut marcher sur les plates-bandes de ceux qui font déjà
très bien le job. En revanche, on a observé, et on ne l'a pas observé au lendemain du 7 octobre, sauf qu'au lendemain du 7 octobre, on a eu besoin d'y apporter une réponse. On n'avait plus d'activisme militant au sein de la communauté. La promesse de Nous Vivrons, elle est très simple. Partout où l'antisémitisme surgira, nous serons là. Nous ne nous tairons plus et nous ne nous tairons plus. Et c'est cette promesse qu'on honore depuis 1 an et demi, en ne laissant plus le terrain aux antisémites, de tous bords, que les organisations féministes, lors des marches auxquelles on a participé, en premier chef, évidemment, les élus de la France Insoumise qui, aujourd'hui, selon nous, sont les principaux responsables de l'explosion de l'antisémitisme. On est même allé à la fête de l'humanité, où, gentiment, Tzedek et Ouria Boutelja, des indigènes de la République, ont voulu nous faire un petit cours de lutte contre l'antisémitisme. En fait, il n'est pas question. On les en empêchera. Et on s'est constitué d'ailleurs le 13 novembre, le même jour, le 13 novembre 2023, lors de la grande marche nationale contre l'antisémitisme que les présidents des deux chambres avaient appelé de leur vœu, le même jour que Golem. Et notre première action, c'était d'empêcher la France Insoumise, qui avait refusé de participer à cette marche, de les empêcher de déposer la gerbe qu'ils avaient prévu de déposer justement au monument du Veldiv, à coup de « touche pas à ma mémoire ». Et ça a été constitutif pour nous. Il n'était pas question de les laisser piétiner la mémoire de nos grands-parents. On ne peut pas condamner les Juifs vivant en l'espèce en Israël 1 mois après le 7 octobre, le samedi, à coups de tweets plus énervés les uns que les autres, et le dimanche, tranquille, honorer la mémoire des Juifs morts. C'est comme ça qu'on s'est constitué, en battant le pavé, en montrant qu'on n'avait plus peur. On tient le regard, on a la tête haute, et ça, c'est vraiment une grande fierté. C'est pour ça qu'on a créé Nous Vivrons. Alexandre Lournaud. Effectivement, l'acte de naissance, c'est le même jour. Golem était parfaitement conscient, enfin, pas Golem, parce qu'il n'existait pas encore, mais Golem, leurs membres étaient parfaitement conscients de l'antisémitisme franc de la France Insoumise, de ces cadres de Mélenchon, de leur réaction catastrophique après le 7 octobre. Et donc, c'est pour ça qu'ils allaient à la manif du 12 novembre, avec tous les partis. Ce qu'ils ne pouvaient pas supporter, c'était d'y aller avec le RN. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont allés manifester. Moi, j'étais pas ce jour-là avec eux encore, j'étais dans le cortège du CRIF à ce moment-là. Ce qui était insupportable par ailleurs, et ce qui avait été dénoncé par Jonathan Arfi, président du CRIF, la veille. Donc, de concert, la communauté juive, parce que c'est important de le rappeler. C'est pas une minorité. Toute la communauté a rejeté le RN ce jour-là. Et le CRIF voulait se tenir absolument à distance du RN ce jour-là. Il n'y avait pas de débat, mais ils n'arrivaient pas à y aller sans pouvoir dire que le RN, c'était pas possible. LFI, la question ne se posait pas, parce que LFI avait fait la chaise vide ce jour-là, elle ne venait pas. Et elle a voulu récupérer. Enfin, il y avait un sentiment de double récupération de l'antisémitisme de part et d'autre. LFI qui voulait pas manifester contre l'antisémitisme, mais qui voulait effectivement honorer les Juifs morts, et que les Juifs morts. Enfin, il y a un truc là-dessus. Et à la fois, le RN, on pense qu'il y a une insincérité dans leur combat. On est en phase. Après, oui, non, mais on est en phase. Après, on pourra continuer d'en débattre de cette insincérité, de comment on est sûr. Mais en tout cas, c'est ce qu'on pense, c'est notre sentiment. Et c'est pour ça que les deux mouvements sont nés le même jour. Mais il y avait une autre préoccupation chez Golem, en tout cas, chez les gens que je connaissais d'avant la naissance de Golem, qui était l'efficacité de la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce qu'on peut se contenter à chaque fois de témoigner, de dire ça c'est antisémite et de chercher à disqualifier quand manifestement on n'y parvient pas? L'antisémitisme de Mélenchon, c'est pas depuis le 7 octobre, c'est ancien. On le sait depuis très longtemps, qu'il multiplie les déclarations antisémites. On le sait, et ça a été l'envolé pendant la campagne de 2022. On ne parvient pas pour autant à le disqualifier. On a beau dire et répéter à longueur de journée qu'il y a un problème d'antisémitisme chez les Insoumis, c'est quand même les Insoumis qui font la majorité de la gauche aujourd'hui en France. Je crois qu'aujourd'hui, les Insoumis sont plus crédibles. On le voit bien d'ailleurs avec l'explosion du NFP. Et je suis plutôt assez confiante et positive sur les résultats que le candidat insoumis fera aux prochaines présidentielles et entre-temps aux municipales. Ils sont disqualifiés. Le problème, c'est toujours pareil. C'est un vœu pieux. Enfin, ils sont pas malheureusement. C'est pas nous qui faisons. C'est pas dans notre tête qu'on fait la politique française. Malheureusement, ils ne sont pas disqualifiés.
et même, enfin, si on revient à Boutelja, j'ai écrit un papier qui faisait 15 ou 20 pages sur son bouquin supposément contre l'antisémitisme. Boutelja n'est malheureusement pas disqualifié aujourd'hui. Boutelja est en train de gagner des batailles culturelles. Qui l'invite, sur quoi elle prend la parole, qui l'écoute? Parce que les antisémites l'écoutent, c'est une chose. Mais c'est toujours le même problème. Le problème, c'est les antisémites. Oui. C'est pas la lutte contre l'antisémitisme. Non, bien sûr. Donc notre job, moi je considère, c'est justement de mettre en lumière, à chaque fois que cela se présente, et malheureusement trop souvent, ces sorties antisémites, ces déclarations antisémites. Et moi je suis convaincue, plus personne ne veut s'afficher avec Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas une... on le voit bien. LFI, on peut en discuter, mais t'as pas un cadre du Parti Socialiste, même des écologistes, des communistes, qui poseraient à côté de Jean-Luc Mélenchon, à part Rima Hassan et son kéfier le jour des résultats des élections législatives françaises. Personne ne pose à côté de Mélenchon. C'est un travail, ça. C'est un travail dans lequel, t'as raison, ça va pas assez vite. Non, c'est pas que ça va pas assez vite, c'est que même si le NFP s'effondre là, personne dans le NFP n'a envie qu'il s'effondre. À la fois, ils sont tous mal à l'aise avec ça parce qu'ils ne peuvent pas faire sans Mélenchon. Mais alors, quelle est la stratégie de Golem, justement, par rapport à ça? Tu dis, disqualifier, c'est pas forcément, ça force pas forcément ses fruits. Quelle serait la bonne stratégie? Il y avait une stratégie avant le 7 octobre qui s'est complètement éclatée, qui était de se dire, il faut mettre en lumière l'antisémitisme, et puis une fois qu'on l'a mis en lumière, on essaie d'être pédagogique et d'accompagner et de dialoguer et d'essayer de faire réellement refluer l'antisémitisme là où il est. Après le 7 octobre et après ce qu'a écrit la France Insoumise le matin même du 7 octobre, c'était devenu mission impossible et cette stratégie-là ne vaut plus rien et j'ai pas de réponse à apporter là-dessus sur quelle est la bonne stratégie. Mais à la fois, j'arrive pas non plus à me satisfaire de simplement témoigner de ce qui est antisémite et de mettre en lumière sans dire, sans se poser non plus, sans se poser la question de l'efficacité, sans aller. L'efficacité, in fine, j'ai quand même le sentiment, nous, quand on est allé mener notre opération le jour de la conférence de presse d'annonce du NFP, on a été déposer des roses, symboliquement, au Parti Socialiste qui signait son arrêt de mort. On a été très bien reçus, que ce soit par Marine Tondelier, par les cadres du PC, par le PS, parce que c'est bien ce qu'ils racontent à la conf de presse, c'est autre chose ensuite ce qu'ils nous disent. Et nous, notre stratégie, justement, c'est de leur rappeler sans cesse, avec insistance, chaque jour, pourquoi c'est une erreur politique et pourquoi c'est une faute morale. Oui, pour faire exploser le NFP, pas parce que c'est le NFP, on ne fait pas de politique, nous, chez Nous Vivrons. En revanche, c'est indigne que la gauche républicaine s'associe au premier parti antisémite de France. Et je crois qu'en termes de stratégie, ça va porter ses fruits. On l'a pas encore vu, mais voilà. On peut essayer de mesurer des choses qui vont se passer en 2027 ou en non, 2032, mais non, l'accord de non-censure qui a priori est en train de se passer pendant qu'on enregistre le podcast, si c'est pas là, ce sera dans 2 mois, ce sera dans 4 mois, c'est pas la question. LFI c'est complètement directement disqualifié. Quand tu prends les tweets de Mélenchon et de Panot et de Bompard de ces derniers jours qui accusent jusqu'au vert d'être des lâches, des traîtres, etc. Bon, c'est quand même en train de se passer. En tout cas, je crois que la seule façon alors, est-ce que c'est notre job? J'en sais rien. Nous, notre job, c'est de lutter contre l'antisémitisme et donc de donner le moins de poids possible aux antisémites. Et donc, pour ce qui se passe à gauche, de ramener la gauche républicaine là où elle doit être, ça veut dire au centre de la République, conforme et fier justement de ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité pour tous. On est d'accord là-dessus, mais il faut être un peu réaliste et constater que la gauche non NFP, ça n'existe pas. Oui, non, mais d'accord, mais si on disait la droite sans le RN, ça n'existe pas, tu répondrais quoi? C'est un délire c'est quoi ça? M'en moque, moi. Pardon, la droite sans le RN, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est bien pour ça que Ciotti a planté, qu'on voit que le gouvernement est sous emprise du Rassemblement national. Mais les seuls qui ont été, et ce qui ne présume absolument rien de mes opinions, les seuls qui ont été dignes pendant les législatives, c'est les Républicains. Qui ont fait alliance avec personne. Les Républicains, je parle pas de Ciotti et compagnie, ne sont pas républicains. Ils n'ont fait d'alliance avec personne. Pourquoi tu me dis le NFP sans LFI c'est rien? Si moi je te disais là, la droite, non, tu m'as dit la gauche sans LFI c'est rien, si je te dis la droite sans le RN c'est rien, tu vas me dire mais ça va pas, mais t'es dingo. Et tu aurais raison de me le dire, et jamais je te tiendrai ce discours. Mais comment on peut accepter, pour des motifs politiques, de stratégie politique, de jouer avec des antisémites? Mais c'est une erreur majeure, et tu posais la question, Raphaël. Je crois que c'est ce qui nous différencie beaucoup de Golem. On a beaucoup plus en commun que de différence, j'en suis convaincue. On a les mêmes valeurs, c'est déjà très important.
Je crois qu'on a les mêmes aspirations et c'est ce qui fait qu'on peut se parler à n'importe quel moment et que nous on serait toujours très heureux de mener des actions en commun. En revanche, nous on fait pas de politique. C'est la grande différence. Alors, j'ai envie de te challenger, comme on dit aujourd'hui, sur ça. Pas faire de politique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que tu parles là maintenant, et puis vous parlez de politique aussi. Vous vous positionnez par rapport à des partis, par rapport à des mouvements. Non, on Qu'est-ce se que c'est de absolument pas être politique? Oui. On ne fait pas de politique partisane. Par définition, la lutte contre l'antisémitisme est politique, puisqu'elle touche à la République, et qu'elle touche à la cité, et que nous, la seule stratégie qui vaille pour nous, elle est très claire. Le seul levier pour protéger les Juifs de France, c'est de protéger la République. Donc c'est très clair. Maintenant, on ne fait pas de politique partisane. On ne se sent pas obligé de terminer toutes nos phrases par « je suis de gauche » pour être entendu. Parce qu'on pense que ça n'a pas de valeur. On ne considère pas que la lutte contre l'antisémitisme, elle doit être clivée politiquement. Nous, on a lancé, au moment des législatives, une charte de lutte contre l'antisémitisme qu'on a fait signer aux candidats qui se présentaient à la députation. On l'a fait signer à tout le monde, sauf à LFI et au RN. Notre slogan, il est très simple, ni facho, ni facho. Je ne vois pas en quoi il serait vertueux et efficace, puisqu'Alexandre parlait de stratégie, de targeter spécifiquement la gauche pour lutter contre l'antisémitisme. Moi, c'est pas mon problème, en fait. J'ai un avis pour la fiscalité. Je te prie de me croire, je suis chef d'entreprise. Mais sur la lutte contre l'antisémitisme, c'est la grande union nationale. Non, mais c'est pas pour lutter contre l'antisémitisme qu'ils sont de gauche, à Golem. C'est parce qu'ils sont de gauche, point. Ça préexiste. Enfin, mais tu peux pas parler qu'à la gauche. Tu comprends? Ils ne parlent pas qu'à la gauche. C'est-à-dire? Enfin, non, t'as peut-être raison là-dessus. Non, mais t'as peut-être raison là-dessus. Il y a des œillères importantes, et ils ne parlent effectivement qu'à la gauche, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est pas dans leur stratégie de lutte contre l'antisémitisme qu'ils se déclarent de gauche. Alors, c'est dans quelle stratégie? C'est parce qu'ils sont partisans, parce qu'on a le droit d'être partisans. Oui, mais tu parlais d'une stratégie. En quoi ça sert une stratégie de rappeler à chaque fin de phrase je suis de gauche? Parce que ça m'interpelle vraiment, en fait. Ça nous interpelle. Non, alors. Mais pour toi, moi, je trouve ça inutile de témoigner, de dire je suis de gauche sans dire ce que ça contient derrière. Effectivement, c'est pas utile. Et quand on lutte contre l'antisémitisme, ça n'est pas utile. Pour autant, on peut être de gauche parce qu'on est de gauche, point. Mais j'essaie de comprendre là encore. Et Golem aussi répond à une autre solitude qui est que la gauche dans le monde juif s'est amenuisée jusqu'à plus grand chose. Et donc les gens, ces juifs de gauche, se sont retrouvés un peu seuls dans les milieux juifs et donc se sont rassemblés pour ça. Est-ce qu'on a des stats? Parce que ça aussi, c'est un vrai fantasme. On s'en rend compte, nous, Oui, on a des stats. On a des stats aux européennes. Il y a eu des sondages. On voit bien que la gauche, que les juifs ne votent. Il y a eu des sondages avec des questions là-dessus. Et les juifs ne votaient plus à gauche. Ils votaient en majorité, enfin pas en majorité, mais de manière surreprésentative pour la candidate macroniste, dont j'ai oublié le nom. Valérie Ayer, voilà. Il fait une chanson pourtant pour qu'on retienne son nom. Mais ils votaient moins RN que le reste de la population. C'est vrai. Non, il y a des stats assez. Non, mais les juifs votent moins à gauche, mais pardon, comme le reste de la population, parce que les juifs votaient socialistes. Oui. C'est quoi les derniers résultats aux élections présidentielles des socialistes? C'est ça le sujet. Moi, de toute façon, ça pareil, je suis pas du tout, je suis pas là pour faire la pom-pom girl de Yonatan Arfi, mais il faut l'écouter là-dessus parce qu'il y a des études qui sont menées. C'est la tarte à la crème, c'est l'épouvantail, le vote juif. Président du CRIF. Il n'y a pas de vote juif. C'est la tarte à la crème dont tout le monde parle. Il n'y a pas de vote juif. Il est aussi il est divers, dilué. bien sûr. Mais non, bien sûr qu'il est divers. Enfin, on peut quand même tirer les tendances. On peut lire des chiffres, tirer des tendances et se dire que les juifs votent plus ou moins ceci que cela. On peut complètement faire ça, mais ce que je crois, c'est que sur le vote à gauche, droitisation. Une droitisation de la société et donc une droitisation de la communauté. Bah si, il y a une droitisation de la société française. Les Français ont voté à droite aux législatives. Les deux à la fois, mais on peut constater qu'il y a eu un cheminement dans la communauté juive qui est venu de plus à gauche que le reste de la société française, mais qui est allé aussi à droite que toute la société française. Et donc le fait que la communauté juive se droitiserait, ça c'est un sujet majeur pour Golem. Le fait que ça fait partie des objectifs de Golem d'essayer d'atténuer ce phénomène-là. Oui, c'est un de leurs objectifs parce qu'ils sont de gauche et qu'ils sont convaincus de leurs idées. Mais c'est pas en parlant qu'à des gens de gauche. Nous, c'est un objectif. Non, mais c'est en ça. Typiquement des événements réguliers
avec la communauté, avec des personnalités de tous bords, pour non pas dédroitiser la communauté juive, parce que moi j'ai pas de stats en l'espèce, mais pour éviter l'écueil de la droitisation. Ça n'est pas qu'en parlant à des gens de gauche et en répétant tous les 4 matins, parce que... T'as raison là-dessus, ne parler qu'à soi-même n'aboutit à rien, et c'est l'un des défauts majeurs de Golem de ne pas savoir parler réellement à la communauté juive et de pas faire réellement cet effort. Pour autant, ce phénomène, il a beau être médiatique, on en parle comme ça, il a un fond de vérité, et on a des sondages. Il y a des sondages qui sont faits sur le vote des Juifs. Il y avait l'étude de Fourquet et de Monternac qui avait été faite il y a je sais plus combien de temps, un peu moins de 10 ans, qui chiffrait ces choses assez bien. Complet, je suis complètement d'accord avec toi. Je te dis que les stats, les si tentés qu'il y ait des stats fiables, te donnent un vote communautaire juif ISO au vote de la population, avec moins de votes pour les extrêmes. Alors évidemment pas l'extrême gauche, mais même l'extrême droite. ISO, sauf pour les extrêmes. Et ce qui nous honore, encore une fois. Mais à nouveau, là c'est un peu compliqué parce qu'effectivement on est aussi représentant d'organisations. Oui. Mais on partait à titre perso, je suis pas représentant de Golem. Oui. Et, mais tu milites, représentant. C'est ça, non, mais... C'est pour ça qu'on est là aussi, quoi. Oui. Mais Vous êtes tous les deux d'accord pour dire que donc il y a de l'antisémitisme, il faut le combattre à droite et à gauche, à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Vous êtes tous les deux d'accord pour dire ça. J'essaye de comprendre là encore ce que je comprends comme différence, c'est que d'un côté Nous Vivrons veut effectivement se positionner et parler à un peu toutes les forces politiques sans les extrêmes. Comme stratégie, alors que Golem s'attacherait à surtout parler à la gauche, c'est ça, aux juifs de gauche ou à la gauche en général. À la gauche, mais vous ne parlez pas aux extrêmes, mais c'est normal. Mais vous parlez pas non plus à ceux qui leur sont associés. Ce qui fait que, in fine, vous ne parlez qu'au centre, au centre et à la droite. Et à la gauche, et on parle très bien avec le Parti socialiste de premier plan. En fait, on a la même grille de lecture. On se pose pas, en fait, on trouve pas ça plus cachère parce que c'est à gauche ou parce que c'est à droite. On a la même grille de lecture et la même façon d'appréhender nos interlocuteurs, quelles que soient leurs opinions politiques, tant qu'elles restent dans le spectre républicain. Et ce que je trouve dérangeant, et je l'ai dit au départ, je trouve que Golem est une super organisation. Déjà, c'est plus jeune. C'est les seuls qui arrivent à mobiliser des jeunes. Et ça, c'est pas du tout anodin. La logique qui a précédé à la constitution du mouvement et tout ce qui est déployé en termes d'action, je trouve ça génial. Je regrette, je déplore qu'il y ait une telle politisation du combat, puisque tu parlais de la stratégie, Alexandre. Moi, je considère que c'est contre-productif et plus, je me pose la question de la stratégie, puisque si le goal, c'est de vraiment faire émerger la lutte contre l'antisémitisme, d'obtenir des résultats, je vois pas à quel moment on peut imaginer que ça puisse fonctionner si on ne parle qu'à une partie de l'échiquier, quel qu'il soit, gauche, droite, centre, ce que tu veux. Non, on parle à tout le monde. Et je te garantis qu'on parle aux socialistes. T'as raison là-dessus. Je vais pas te contredire, t'as raison là-dessus. Donc pour te répondre, Raphaël, c'est juste ça la différence, en fait, sur, en tout cas, l'appréhension de la politique. Sur le reste, honnêtement, je crois vraiment qu'on pourrait même organiser des actions ensemble. Mais pas que, parce que, il y a quand même des différences de stratégie assez importantes dans, non pas, se dire que on arrive à rendre Mélenchon plus antisémite, personne ne peut imaginer ça. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'on allait le sortir du champ. Oui, c'est ça. Mélenchon, c'est Soral et Diodo. Voilà. C'est que effectivement l'objectif, c'est de réduire le poids de ceux qui donc sont considérés comme antisémites dans le paysage public. Il y a un certain nombre d'organisations qui continuent, qu'on le veuille ou non, à parler à Mélenchon, de partis, de syndicats, de choses comme ça, et c'est à eux que s'adresse Golem. C'est à ces institutions-là que s'adresse Golem, et il le fait avec un certain succès, en étant à la fête de l'UMA, mais de l'intérieur, en faisant les trucs avec la CGT, avec des syndicats, et ça marche avec des gens qui sont sensibles pourtant à Mélenchon. Ils sont sensibles pourtant à la France soumise. Et c'est là... c'est génial. Non, mais c'est là où il y a une différence importante quand même, parce que je sais pas ce que vous faites en privé, mais en public, vous mettez en lumière les trahisons du PS qui s'acoquinent avec LFI. Vous mettez en lumière à chaque fois toutes les fautes faites par ceux qui s'associent à la France insoumise, plutôt que
de les ramener sur le droit chemin. Ah bah, Et oui, de- mais in fine, tu comprends que quand le Parti Socialiste a sacrifié les Juifs pour une alliance politico-législative, moi, pour les ramener sur le droit chemin, ma stratégie, c'est de pointer du doigt la faute, parce que c'est grave ce qui s'est passé. C'est très grave. Je te trouve assez injuste parce que Sacrifier ils ont pas. les juifs, qu'est-ce que tu veux dire Bah, par c'est là? simple, hein, c'était le papier de Libé du jour des négociations, c'est pas moi qui l'invente. Le point d'achoppement des négociations, c'est fait sur l'antisémitisme. Bah oui, justement. Donc ils ont pas sacrifié. Ils ont Ah oui, à l'inverse. Ils ont imposé une formation. Non, non, Une non. formation pour Non, lutter non. contre l'antisémitisme. À l'inverse, ils ont un peu sacrifié toute leur politique économique pour céder sur tous les points à la France insoumise Mais c'est pas pour le ne problème, négocier. moi, Non, mais je je suis pas sais. en campagne. Mais voilà, non, mais ils ont sacrifié tout ça pour ne négocier que sur des termes forts et fermes sur l'antisémitisme et sur un autre sujet qui est la guerre en Ukraine. Tu te rends compte qu'on négocie sur Bah oui, l'antisémitisme? c'est Non, mais est-ce que tu te rends compte de quoi C'est on parle? catastrophique. Non, mais Eh ben, de l'autre c'est évidemment côté, catastrophique, mais c'est négocier- injuste. Qu'est-ce qu'on Mais aurait c'est dit injuste de dire ça d'eux on quand s'en- ils négocient Mais là-dessus. on quitte la table. Qu'est-ce que t'aurais dit si les Républicains avaient négocié avec l'extrême droite, avec le RN, sur le racisme ou l'antisémitisme? On aurait dit tout le monde vend debout, mais à bas les fachos. Non, mais Et vous- ça aurait été bien normal. On quitte la table, on s'assied pas avec les antisémites. Mais vous avez... C'est un principe. Sinon, on n'y arrive pas. Il y a des verrous. On peut pas tout faire sauter, en fait. C'est pas possible. Moi, je parle pas aux antisémites. Mais vous Voilà. avez une lecture Très clair. une lecture différente par rapport à ce qui s'est passé donc dans ces négociations. Alexandre, toi tu dis qu'en fait justement ils ont fait en sorte que le PS a lutté, oui, pour ça. Oui, c'est ça sur l'antisémitisme. Alors que Sarah dit non, ils ont complètement abandonné. Ah non, ils se ont sont lutté. alignés Ils ont lutté avec puisque LFI c'était les sur. points de négociation. Mais in fine, ils ont signé en négociant sur l'antisémitisme. Donc ils ont Alors qu'est-ce que signé ça veut dire exactement? Parce que vous Je sais pouvez pas, faut leur rappeler demander. aux auditeurs. Mais en tout cas, négocier quoi exactement? partant du tout Le ce programme. qui était et pas que le Enfin, programme, non, mais mais tout ce qui était reproché à cette alliance de la honte, c'était l'antisémitisme. C'était quand même la grosse blague. Oui. 0,6% de la population française, les juifs. On n'a parlé que d'antisémitisme et des juifs de début des européennes à la fin des législatives. Oui, tout à La fait. faute à qui encore? C'est la France insoumise qui a décidé de faire de l'antisémitisme une promesse de campagne. Donc à la table des négociations, ce que les journalistes racontent, c'est que les négos, finales, a chopé sur l'antisémitisme. Même pas sur la lutte contre l'antisémitisme. Ils se sont dit quoi? Olivier non, Faure, il sur, a sur dit la à... lutte, non, c'est pas Non, une mais- mauvaise foi. non, mais d'accord. Mais Sur la Olivier lutte, Faure, sur il les a dit manières quoi, de Mathilde lutter. Panot? Bon, ok. Tu peux être un peu antisémite, mais pas plus de 2 fois par semaine. Non, mais c'est Non, quoi les négociations sur l'antisémitisme? Excuse-moi. Tu peux dire, ok. Ne sois pas une mauvaise foi là-dessus. Bah, je sais pas, c'est quoi des négociations sur l'antisémitisme? C'est de Je dire- pense- c'est de je pense dire pas que c'est- personne n'a c'est- dit qu'il y avait des négociations sur Sur la lutte l'antisémitisme. contre Sur la lutte, l'antisémitisme. oui, oui. Mais- J'imagine, oui. Oui, sur la lutte. Le résultat, ça a été, c'était de- et d'ailleurs Marine Tondelier l'a annoncé dans sa conf de presse. Nous allons mettre en place une formation de lutte contre l'antisémitisme, dans nos rangs, puisque nous avons conscience qu'il y a un problème sur ce sujet-là. Tu te lèves, tu ne t'assieds pas avec des antisémites. Merci, au revoir. C'est la dissuasion. Je ne fais pas de pas vers les antisémites. Je parle à ceux qui se posent des questions. Je ne fais pas de pas vers les antisémites, je ne parle pas aux racistes, je parle pas aux antisémites. Alors, comme... Toutes les opinions ne se valent pas. Tout ce qu'on peut balancer dans un tweet ou sur un plateau télé n'est pas un avis égal entre les uns et les autres. L'antisémitisme n'est pas une opinion. Alors, Le racisme non plus. pour les auditeurs, parce que on ne parle pas aux antisémites. Alors, j'ai envie de faire un tout petit pas de côté. Qu'est-ce qu'un antisémite? Je sais que c'est une énorme question, mais comment est-ce que parce que effectivement, on sait aussi que l'accusation d'antisémitisme a été très très massive ces derniers temps. Beaucoup de gens ont été accusés d'antisémitisme. Souvent, ils s'en défendent évidemment. Comment est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un d'antisémite ou un mouvement d'antisémite? Je vais dire un truc très casse-gueule, mais est-ce qu'on peut... Enfin, je suis même pas sûr. Enfin, je réfléchis à haute voix et je vais dire une connerie. On a le droit de réfléchir à haute voix dans ce podcast. Mais se dire on ne parle pas aux antisémites, je sais pas réellement où ça mène. Enfin, c'est une formule qui marche très bien, mais je sais pas réellement où ça mène. Pour prendre un exemple très concret, après la Shoah, Jules Isaac s'est posé la question de comment faire refluer l'antisémitisme chrétien, enfin l'antijudaïsme, pour ce faire, il a parlé aux antisémites. Il a fait des grandes conférences avec plein d'évêques pour réformer une théologie qui était antisémite. Et ça a marché. Et ça a marché, et ça a été... l'Église a renoncé, ça a mis des années, hein, mais l'Église a renoncé à des dogmes antisémites.
Sur plein de choses, sur le déicide, la trahison de Judas. Donc, il y a pas eu on parlait d'un phénomène qui était plus massif. On parle de la religion majoritaire de l'Europe. Il y a eu cette posture, en tout cas, qui était très lucidement d'aller parler aux antisémites. Et de se dire qu'on pouvait changer quelque chose. Si on pense qu'on peut réellement, si on peut réellement faire refluer l'antisémitisme, on peut aussi penser, et on est tous les deux sionistes, que l'antisémitisme ne peut rien y faire, peut-être. C'est ce que je me dis souvent, mais que l'antisémitisme ne peut rien y faire, et que c'est pour ça qu'on a Israël, et que le sionisme sert à ça. À avoir un filet de sécurité, parce que l'antisémitisme ne peut rien y faire. Mais parfois, on n'est pas très cohérent, et on pense en même temps que l'antisémitisme, on peut y faire quelque chose. Et si on peut y faire quelque chose, c'est en parlant peut-être, c'est moche à dire, mais en parlant à ceux qui posent problème. Mais je veux pas mettre une cible dans le dos de tous les antisémites. Déjà, j'aurais du mal à tous les identifier, malheureusement. En revanche, les leaders de cet antisémitisme, on leur adresse pas la parole et on les marginalise. La peur et la honte doivent changer de camp. C'est eux qui doivent marcher dans la rue et qui doivent avoir peur. C'est pas nous. Parce que nous, on n'a rien fait. C'est toujours le même sujet. T'as raison, l'antisémitisme, bien sûr qu'on peut l'expliquer. Non, parce que déjà, l'antisémitisme ne s'explique pas, mais on peut l'analyser. Je ne parle pas à ceux qui instrumentalisent l'antisémitisme à des fins électorales, à des fins politiques, à des fins stratégiques de prise de pouvoir, de ce que vous voulez. Je ne parle pas à ces gens-là. Je les dénonce avec tout mon cœur. Et je les marginalise. Et c'est vraiment l'objet du collectif Nous Vivrons. Et on est plutôt droit dans nos bottes là-dessus. Alors, tu parlais d'instrumentalisation de l'antisémitisme. Je voudrais qu'on parle un peu de ça, parce que là, tu parlais de l'instrumentalisation de l'antisémitisme comme dans le sens de j'adopte une posture qui est considérée comme contre les juifs par stratégie électorale. Mais il y en a aussi qui dénoncent une instrumentalisation de l'antisémitisme dans le sens de crier à l'antisémitisme quand il n'y en a pas forcément vraiment. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là aussi ? Est-ce qu'il peut y avoir aussi une instrumentalisation de l'antisémitisme ? Est-ce qu'il peut y avoir parfois une exagération de l'antisémitisme ? D'aucuns disent que parfois, quand on exagère l'antisémitisme, finalement, on ne lutte pas contre l'antisémitisme, au contraire, parce que ça donne raison à des gens qui disent que voilà, on en fait trop sur l'antisémitisme, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là ? Cette instrumentalisation, c'est un très mauvais mot qui veut pas dire grand-chose dans le fond. Il y a effectivement, deux choses différentes. D'aucuns disaient aussi chantage à l'antisémitisme. Il y a l'exagération qui est encore autre chose. Mais instrumentaliser, c'est un concept de ceux qui veulent pas lutter contre l'antisémitisme, qui veulent simplement dire que dès que la lutte contre l'antisémitisme devient à peu près utile, elle cesse d'être vraiment une lutte contre l'antisémitisme, ce que disent ceux qui sont obsédés par l'instrumentalisation, Boutelja en premier chef. Donc cette instrumentalisation, c'est un très mauvais concept. Est-ce qu'il y a une lutte qui est parfois pas très sincère contre l'antisémitisme ? Ça, c'est certain aussi. Mais on met trop de choses dans cette instrumentalisation pour en faire quelque chose d'utile et quelque chose qui aide à penser. Sarah, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il y a deux sujets différents. Il y a effectivement l'exploitation et l'instrumentalisation de la lutte contre... De toute façon, c'est toujours une question d'extrême, on n'a rien inventé. L'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme par les extrêmes à droite, qui considèrent aujourd'hui être le dernier bouclier des Juifs de France. Merci, mais non merci. Et il y a l'instrumentalisation de l'antisémitisme par la gauche. Hier, dans Parole d'honneur, ce média que vous devez connaître, Sabrina Vaz, qui est une militante indigéniste, disait donc en plateau avec Antoine Léaumont, oui, la France insoumise, c'est le parti des Arabes, et les chiffres l'attestent, c'est le parti des Arabes. C'est gravissime parce qu'en fait, non seulement la France insoumise est antisémite, mais en plus elle est raciste. Donc il y a une utilisation de l'antisémitisme à parler en permanence d'Israël et des Juifs. Imaginons que les Arabes de France seraient sensibles à ce discours et se réfugieraient dans un vote insoumis juste parce qu'ils n'aiment pas les Juifs. C'est les pires... c'est une infantilisation poussée à l'extrême, mais c'est du néocolonialisme qui consiste à penser et à dire que les Arabes sont pas capables de penser par eux-mêmes, qu'il faut cliver et que l'Arabe c'est assez simple, il aime pas le Juif. Donc s'il aime pas le Juif, on va parler tous les jours de Gaza
Si possible, on va faire quelques petites digressions sur les juifs en disant que le gouvernement agit à la demande du CRIF, comme l'avait tweeté Rima Hassan. Et ben, bien sûr, les Arabes, ils vont mordre. C'est ça l'instrumentalisation de l'antisémitisme. C'est pour ça que nous, on a dénoncé le fait que ce premier parti antisémite de France utilisait l'antisémitisme comme promesse de campagne, puis comme projet de société. Et effectivement, tu as une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme par l'extrême droite. Personne, à mon avis, personne n'est vraiment dupe. Avec tout ce qu'on vient de revoir là de Jean-Marie Le Pen, tous les docus, parce que moi je tombe de ma chaise à chaque fois. Évidemment qu'on est au courant de tout, mais on n'imagine pas que ce soit possible. Et tout ce qu'on a vu pendant les législatives et toutes les sorties et tous les honneurs des principales figures du Rassemblement national, c'est presque Marine Le Pen, tu vois, qui a fait le tweet le moins enthousiaste. Mais sinon, c'était tous, et pas que au sein du RN, une grande figure, donc on n'est pas dupe sur le. Alors Alors c'est un truc, un autre truc où je sais pas où ça va nous mener, mais pas tout le monde n'est pas dupe. Alors c'est une double négation qui rend le truc inaudible, mais pas tout le monde n'est pas dupe. On a une personne que je pense qu'on respecte tous les deux. Non mais il faut en parler. T'as raison. Une personne qu'on respecte tous les deux, qui est Serge Klarsfeld, qui pense et qui a fait un travail sur le long terme, il s'est pas réveillé un jour pour le dire, qui pense que l'antisémitisme au RN c'est terminé. Et donc, à partir du moment où l'antisémitisme au RN est terminé, même que le RN est le seul parti qui va vraiment protéger les Juifs de France. Le RN à ce moment-là peut aider, peut lutter contre l'antisémitisme s'ils ne sont pas eux-mêmes. Il faut s'en réjouir qu'ils ne soient plus et qu'ils se mettent à lutter contre le RN. Évidemment, c'est grossier quand je dis le monde, personne n'est dupe. Évidemment que c'est grossier. Non, mais moi je sais pas quoi conclure de ça quand je lis ça. Mon raisonnement sur la France insoumise s'effondre, parce que je me dis si le but c'est de faire reculer l'antisémitisme et que derrière faire de nos adversaires de futurs alliés, comme on l'a fait avec l'Église il y a 60 ans, comment on raisonne pour le RN? Et pourquoi on se dit, pourquoi intuitivement on se dit Serge Klarsfeld, a tort là? C'est pour ça que je te dis, c'est basique, nous on est peut-être un peu simplé, mais le ni facho, il nous permet de dormir tranquille. Je considère qu'on est assez de républicains aujourd'hui, même si évidemment l'histoire va pas exactement dans mon sens, j'ai bien conscience. J'ai bien conscience. On ne fait que perdre de ce point de vue-là. Conjoncturellement, on ne fait que perdre. Conjoncturellement sur 40 ans. Mais je pense que comme tout le monde est en quête de vivre ensemble, tout le monde est en quête de croissance économique. En fait, les gens, nous tous, on aime bien vivre. On aime aller au resto, on aime partir en vacances, on aime se promener dans la rue tranquillement, on aime parler à nos voisins. Dans l'absolu, l'être humain dans l'absolu, il est positif. Il s'avère que conjoncturellement, et c'est cyclique et évidemment ça arrive souvent, tu me diras, on n'est pas au top, mais on peut emporter le combat. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut pas cliver entre les partis. On peut emporter le combat en recréant cette équipe de France. Équipe de France qui est l'équipe de la République et qui, ensemble, peut se battre contre les extrêmes. Ça fait un peu béni, oui, mais si vous avez mieux que la République, dites-moi. Parce que tu le disais toi-même. Dans ces cas-là, ton raisonnement, il tient plus avec le RN. Donc j'essaye d'avoir une ligne. Mais elle est fragile, j'ai bien conscience qu'elle est fragile. Mais la réalité nous donne tort. Enfin, quand qui s'associe aujourd'hui? T'as l'impression que les Républicains s'associent? Pourquoi on n'a pas eu au lendemain des législatives un gouvernement d'union nationale avec tous les partis républicains? À quel moment le RN et le Parti socialiste votent la même motion de censure? À nouveau, c'est même pas pour tacler le Parti socialiste ou je m'en moque. Je te dis juste que c'est possible. Si tu prenais ces trois formations, on était majoritaire. Donc oui, j'ai encore la naïveté de croire que les Républicains sont majoritaires. Je peux juste aller sur légèrement un autre sujet, ou revenir un petit peu sur le fond aussi du sujet, qui est l'antisémitisme. Encore une fois, pour nos auditeurs, est-ce que ce qui s'est passé en France depuis un peu plus d'un an, on a vu qu'il y avait une montée de l'antisémitisme. Est-ce qu'il est possible de complètement dissocier la montée de l'antisémitisme avec les événements au Proche-Orient? Et est-ce qu'il est possible, parce que je sais que c'est une des, par exemple, Nous Vivrons le dit, peut-être même Golem aussi, je crois, que vous ne vous positionnez pas forcément sur ce qui se passe au Proche-Orient, sur ce qui se passe en Israël,
Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que, encore une fois, pour nos auditeurs qui peut-être voilà ont une opinion qui est plutôt qui tente à condamner Israël, par exemple, est-ce que à quel moment ils doivent se dire attention, là je deviens antisémite? Pour poser des choses très crûment, comment est-ce qu'on définit cet antisémitisme à l'heure actuelle? Et quelle est la place pour la critique d'Israël? Je demande pour nos auditeurs, à votre avis. C'est deux sujets parfaitement distincts. Oui. Et je milite à la paix maintenant. Quand on écrit des choses critiques sur Israël, c'est pas du tout parce qu'on pense à l'antisémitisme, on le fait de manière totalement indépendante de ça, mais simplement parce qu'on est sioniste et qu'on pense à l'avenir d'Israël et qu'on se dit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais sur Israël, enfin... Israël et l'antisémitisme ne sont pas des choses dissociées. Israël, c'est précisément la réponse à l'antisémitisme. Clairement. Enfin, c'est dans ce sens-là le lien logique. Les gens, enfin, après, il y a une autre chose que je voudrais dire. On entend souvent des gens dire des choses critiques d'Israël, justifiées ou non, puis dire immédiatement après, alors ça, est-ce que c'est antisémite? Il y a quelque chose, enfin, moi, quand j'entends ça, je sais très bien que la critique qui a été formulée, qu'elle soit vraie ou fausse, n'est jamais sincère. Qui veulent titiller quelque chose, mais qu'Israël, que ce qu'a fait Israël en bien ou en mal, ne leur importe pas vraiment, mais qu'ils veulent mettre, qui veulent mettre en porte-à-faux les Juifs sur la lutte contre l'antisémitisme. Et ça, je trouve ça. Pour toi, c'est un peu comme un enfant qui teste les limites chez les parents. C'est ça. Alors qu'il y a des choses à redire. Il y a des choses à redire sur Israël. Enfin, je le dis. Là encore, je suis très partisan. Enfin, je suis sioniste, comme on dit, de gauche, enfin plutôt sensible à la gauche sioniste du Meretz d'Avoda, enfin du Parti travailliste, et de Shalom Arshav, la paix maintenant en français. Donc il n'y a pas de... Enfin, je le dis en étant complètement partisan, mais il faut pouvoir lutter contre ce qui ne va pas en Israël. Moi, je dis nommément la colonisation, l'occupation, la poursuite de la guerre, comme si l'antisémitisme dans le monde n'existait pas. Et inversement, il faut pouvoir lutter contre l'antisémitisme comme si Israël était exempt de toute faute. Mais moi, je suis complètement OK avec toi là-dessus. Il s'avère que la question que tu posais, c'est est-ce qu'on peut dissocier Israël de l'antisémitisme? Évidemment que non. 7 octobre 2023, pire pogrom de juifs du siècle, explosion des actes antisémites dans le monde entier dès le lendemain. Plus 1000% d'actes antisémites fin 2023. On va avoir les chiffres de 2024, mais a priori, on est à plus 200%. Donc, évidemment qu'il y a un lien logique. On l'a vu. Moi, j'ai commencé à militer à l'UEJF pendant la deuxième intifada. C'est ça qui nous a tous chauffés à l'époque de Patrick Klugman, où on était tous en fonction, on était à la fac, tous, mais d'âges différents, et on se sentait menacés, on recommençait à raser les murs, c'était chaud, quoi, pour les Juifs à cette époque-là. Et donc, à chaque fois, c'est pareil avec la guerre du Liban, à chaque fois qu'il y a un événement en Israël, il y a des répercussions worldwide. On n'a pas inventé la pluie, c'est d'une banalité sans nom. En revanche, il n'est pas question d'accepter d'accuser les Juifs de diaspora, et nous concernant les Juifs de France, de ce qui se passe en Israël, en bien ou en mal. Et nous, chez Nous Vivrons, on refuse cette injonction à nous positionner sur la politique israélienne, ce qui ne présume rien de ce qu'on pense. D'ailleurs, on pense pas tous la même chose. C'est ce que moi, je l'ai dit dans plusieurs fois dans la presse, et là, j'ai dit à Alexandre que j'étais d'accord. Je considère que oui, la colonisation ne va pas du tout dans le bon sens de l'avenir d'Israël, mais là, ça n'engage que moi, Sarah, ça n'engage absolument pas Nous Vivrons. Et en fait, ça, c'est le jeu des antisémites. Ils veulent nous renvoyer dans nos cordes. Nous, on passe notre temps à dire ça. C'est un collectif génocidaire, c'est un collectif pro-Bibi Netanyahou. Non, mais est-ce que vous nous avez vu une seule fois soutenir Bibi Netanyahou? Les seules sorties que l'on a faites sur Israël, c'était pour parler des otages quand Noah a été libéré ou ce genre de choses. Est-ce que on doit se positionner sur le sujet? Et d'ailleurs, en off, avant de préparer cette émission, on en a parlé. Moi, j'ai dit, je viens avec grand plaisir débattre d'antisémitisme. Je viens même débattre de cette question. Mais moi, vous ne ferez pas Nous Vivrons se positionner sur Israël. Et in extenso, moi, par définition, puisque là, j'interviens en tant que Nous Vivrons, sauf sur des sujets très forts pour moi qui sont des marqueurs, et à nouveau, qui n'engagent que moi. Mais ne cédons pas à ça. Ne cédons pas à l'injonction des antisémites. Mais c'est pas, il y a aucune, est-ce qu'on demande aux Marocains aux Algériens de se positionner sur le Sahara? C'est fatigant à la longue. Enfin, pardon. Chez Nous Vivrons, je pense que vous revendiquez sionistes sans
Sans complexe. Sans complexe. Enfin, Avec oui. fierté même. Ouais. Bah oui. Non, mais. Comme toi. Bah, comme moi tu le aussi. disais, je sais. Mais oui, mais je. Golem et Shalom Arshav aussi, je pense, Golem, non alors, enfin, Golem, Ah non. si, ils ont retiré l'antisionisme de leur statut, je crois. Pas encore, malheureusement. Ah bon? Parce que donc Golem, dans ses statuts, a retiré la mention de l'antisionisme. Non. Je croyais, moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Non, Golem avait émis 10 commandements l'an dernier, à peu près à la même époque, fin janvier, début février, où on disait que on était la maison de tous les juifs et juifs de gauche, qu'ils soient sionistes, assionistes, antisionistes, qu'on condamnait aucune voix là-dedans. Ces principes n'ont pas encore été réinterrogés. Ok, et donc pour Nous Vivrons, c'était quelque chose d'inacceptable de dire que, y compris les antisionistes, étaient bienvenus, c'est ça, dans le mouvement? Ah bah clairement, nous, l'antisionisme, encore une fois, est non seulement la réponse à l'antisémitisme, mais le paravent à une... Le sionisme est... Le non sionisme seulement- est une réponse... Ah. J'ai dit l'anti Ouais. Pardon, le sionisme est une réponse à l'antisémitisme et un paravent à une potentielle... Enfin, à ce qui a pu se passer de terrible dans notre histoire. Et c'est surtout, comme je le disais, un mouvement de libération des peuples. Et Shalom Arshav? Ah non, Shalom Arshav, on est une association Méga sioniste. sioniste. Oui, bien sûr. Bah voilà, bah Non, donc, non, mais on participe, reste- on le participe reste, pardon, c'est aux du détail. élections, on participe aux élections de l'Organisation sioniste mondiale. Enfin, Oui, bon bah voilà. on est Bah donc. plus que sioniste, mais à partir du moment où on se revendique sioniste, on dit pas seulement que on est d'accord avec les écrits de Herzl il y a 150 ans. On dit, 130 ans, on dit que Israël nous emporte. Et si Israël nous emporte, on peut pas sans cesse ne rien dire. Je suis d'accord, mais tu viens Et de on peut pas l'expliquer en tant que Shalom Arshav. Quand tu milites au sein de Shalom Arshav, c'est le fondement même Mais de votre existence. Moi, ce que je dis, c'est que... Mais quand on est- milite. non, c'est que moi, toi et moi, on peut aller prendre un verre après si tu veux, on va parler de ça. En revanche, Mm. nos organisations, en tout cas Golem Mais et Nous revendique Vivrons, le- l'objet, c'est la lutte contre l'antisémitisme. À quel moment... Mais vous ne Quand- dissociez pas complètement parce que vous parlez sans le vouloir d'Israël. Par exemple En parlant, Oui, en alors parlant c'est à sûr raison que- des otages. C'est sûr que quand Mais- l'UNEF Nancy publie une Oui, affiche antisémite, pour une conférence sur Gaza avec Benjamin Netanyahou qui porte des petites oreilles là de diable où physiquement il y a tous les attributs antisémites. Là, on parle pas d'Israël. Non, on parle non, là, d'antisémitisme. là, je parle pas on de ça. aurait pu en parler si ça concernait n'importe qui en Non, mais réalité. quand on parle- quand Yael Braun a quand été vous parlez- attaqué à l'université Quand de vous Lyon, on l'a fait parlez, de la même façon. quand vous parlez de la mémoire des victimes du 7 octobre, vous parlez aussi d'Israël. On Et parle des c'est- juifs. C'est toute la C'est difficulté, l'État juif. effectivement, Voilà. c'est que On parle pas de ce qui s'est politique. passé le Bien 7 sûr qu'on parle octobre- d'Israël. J'ai aucun problème à parler d'Israël. Je veux pas parler de politique. Je veux pas qu'on Mais- m'oblige à parler de la politique israélienne. C'est de la même façon que je te disais, je finis pas toutes mes phrases par je suis de gauche. Je ne finirai pas toutes mes phrases par attention, hein. Je suis pas un soutien de Netanyahou, moi. J'ai pas besoin de te raconter ma vie. moi non je plus, lutte contre enfin. l'antisémitisme. J'ai pas à me justifier. La difficulté, c'est qu'effectivement, le 7 octobre s'est passé en Israël. On pourrait dire, si le 7 octobre, s'il y avait eu un massacre de masse de personnes juives en dehors d'Israël, je sais pas, aux États-Unis ou ailleurs, en Europe, ou vous auriez eu la même réaction. Au final, c'est ça que tu veux dire. C'est pas le fait que ce soit passé en Israël, c'est le fait que c'était des juifs et il se trouvait qu'ils clairement, étaient un en Israël. massacre de la même ampleur avec ce que ça représente. Clairement, après, là où je rejoins complètement Alexandre, on va pas se raconter d'histoire et à nouveau, c'est une fierté. Israël a un écho particulier pour la grande majorité des juifs du monde. Pareil, on n'a pas de stats. Et en tout cas, pour les sionistes, Israël est la réponse à l'antisémitisme. Israël, le sionisme, c'est le mouvement de libération des peuples, c'est l'autodétermination du peuple juif. Donc évidemment, pourquoi on a tous été aussi choqués? Pourquoi c'est dur depuis le 7 octobre? Parce que l'existence, en tout cas consciemment, inconsciemment, l'existence de l'État d'Israël a été remise en cause. Nous, on est des petits-enfants de la Shoah. Donc évidemment que l'antisémitisme, moi je l'ai connu évidemment dans mon enfance, dans mon adolescence, et même si on l'a pas connu, moi je l'ai connu personnellement, mais si tant est que ce soit pas le cas, on y est sensible. Mais il y a Israël. Il y a Israël. La Shoah, c'est plus possible. Parce qu'il y a Israël. Et quand l'existence même est remise en cause, on est au bout du rouleau. Puis après, c'est ce que j'expliquais. On se relève, on bombe le torse, on lève la tête et on se bat. On se bat pour nos droits. Et nous, on se bat pour nos droits en France. Je sais pas trop comment rebondir parce que Oui. je suis assez d'accord avec ce que tu racontes, mais et à la fois le fait que le monde juif dans son ensemble ait un mal fou à se positionner sur Israël et vous en faites partie, en se disant c'est pas de nous dont il s'agit, enfin on est solidaires, mais on n'est pas israélien, on n'a pas le droit de se positionner à leur place, ce qu'on entend en permanence dans les discours du CRIF.
il y a quelque chose qui va pas là-dedans. On peut pas sans cesse se déclarer solidaire d'Israël et s'arrêter là et ne rien vouloir en dire. Je te rejoins, mais pense au climat d'antisémitisme. Parce que la posture des institutions, c'est de dire que quand tu te positionnes par rapport à Israël, et surtout en ce moment, t'alimentes le moulin d'antisémitisme. J'en suis parfaitement conscient, mais c'est ce qui fait, enfin c'est ce que raconte Denis Charby dans son dernier livre. Bien sûr, mais je suis complètement d'accord. C'est ce qui fait que Israël ne règle pas ses propres problèmes parce que l'antisémitisme continue d'exister. Et donc, enfin c'est un peu le serpent qui se mord la queue là-dedans. On peut pas repousser ad vitam aeternam la résolution du conflit israélo-palestinien en se disant il y a de l'antisémitisme partout dans le monde, donc on va pas donc on n'a pas envie de prêter le flanc à la critique, on n'a pas envie de s'affaiblir, on n'a pas envie de montrer nos ouais, t'as raison. Nos dissensions mais internes. Est-ce qu'on peut se le permettre? Mais en même temps, est-ce qu'aujourd'hui on peut se le permettre? T'as raison dans l'absolu. Non, parce qu'on doit se le permettre. J'adorerais, non, parce voilà, que c'est j'adore. C'est ce qui fait que le fondement même d'Israël, c'est pas nécessairement que tous les juifs aillent y vivre, c'est pas dans les textes, voilà, c'est pas dans les textes sionistes. Clairement. Et de toute façon, Israël sans la diaspora, encore une fois, voilà, c'est mort. Mais c'est de se dire, c'est de fournir de faire en sorte que les juifs partout dans le monde, et en Israël et en diaspora, aient une existence normale. Et que les juifs de diaspora en particulier, parce que les juifs d'Israël ne sont plus face aux antisémites, en tout cas dans leur propre société, c'est que les juifs de diaspora n'aient plus cette faiblesse de pas avoir d'état où s'accrocher. Et tant que Israël reste un état qui est anormal, c'est les mots de Denis Charby. Oui, c'est son livre voilà, L'impossible état normal. C'est ça. Il joue pas son rôle. Mais comment Israël peut devenir normal en ce moment? Excuse-moi. Après le 7 octobre, moi je suis complètement sur cette ligne. Mais plus depuis le 7 octobre, ça reviendra. Évidemment que ça reviendra. Mais comment Israël peut être normal quand après, on est en train de discuter des accords avec le Hamas, quand après la guerre du Liban, t'as les Houthis qui attaquent, quand t'as une explosion de l'antisémitisme dans le monde, comment Israël peut être un état normal? Bien sûr que c'est vers ça qu'il faut tendre. Parce que c'est malsain de pas être normal. Mais je te rejoins 100 fois. Et que y avait. Mais il y a des impératifs. Il y a ce qu'on voudrait. Oui. Il y a ce vers quoi on tend. Et il y a ce qui est possible à l'instant T. Tu peux pas faire fi du timing. C'est comme la création d'un État palestinien. Nous, on s'est positionné en faveur de la création d'un État palestinien. Mais tu comprends que c'est pas possible de reprendre les discussions le 8 octobre. Mais ça, c'est même pas un avis. Et à la fois, j'entends ce qu'il y a de scandaleux à reprendre les discussions là-dessus, mais j'ai pas dit scandaleux, j'ai dit que c'est pas possible. C'est pas possible. Ou indigne, moi, j'ai pas de jugement de valeur, je dis que c'est pas possible. Et pourtant, l'impression que la normalité de l'État d'Israël aujourd'hui, c'est pas possible quand t'as, je ne sais combien de dizaines, c'est des centaines, je sais pas, je pense que c'est dizaines de milliers de réservistes, que les boîtes sont démunies de leurs jeunes collaborateurs, que les universités sont vides, que les femmes sont seules avec les enfants. À quel moment, de manière réaliste, on parle d'un état normal? Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est ce que je veux, que c'est ce que j'approuve, je dis c'est pas le timing. Sur la création d'un état palestinien, je pense que... Non, mais je parlais de l'état normal. Oui, c'est d'autant plus urgent qu'aujourd'hui, qu'après le 7 octobre. C'est d'autant plus urgent de se séparer des Palestiniens et d'avoir une vie complètement indépendante des Palestiniens et de plus, en particulier, régenter leur vie en Cisjordanie. Mais après le 7 octobre. On est tous pour deux États. Le sionisme est un mouvement d'autodétermination des peuples. Donc on est évidemment pour l'autodétermination du peuple palestinien. Mais de toute façon, c'est pas ici, à mon avis, qu'on trouvera la solution. Mais sur l'État normal. Et donc oui, parce que t'as raison. Si Israël est un État normal, les Israéliens, ils s'encombrent pas trop. Mais les Juifs du monde ont pas de problème à donner leur avis. Attention, en privé. Moi, je considère que c'est ça. Mais d'ailleurs, excuse-moi, depuis le 7 octobre, combien de dîners animés avec nos familles et nos amis juifs où on se tape sur la gueule littéralement parce qu'on n'est pas d'accord. Donc moi, j'ai pas de problème avec la vivacité du débat. Je dis que institutionnellement, quand t'as une explosion de l'antisémitisme, tu n'alimentes pas ce moulin que tous ces leaders d'opinion dont on parlait, politiques, médiatiques, associatifs, attendent. Quand t'as plus 192% d'actes antisémites. Je vais même pas parler de l'actualité. On a des étoiles de David qui sont taguées à proximité de l'hypercachère pour les cérémonies des 10 ans
des attentats. T'as Rouen. Vous saviez, vous, qu'il y avait des juifs à Rouen? T'as Rouen qui, après avoir été incendié, se retape des croix gammées la même semaine. On peut pas faire fi du contexte. On existe dans une société avec un contexte. Dans un contexte où l'antisémitisme est chaud bouillant et où on a une explosion des actes antisémites. C'est pas que des stats, c'est des vies derrière. Faut s'en rappeler. Tu n'alimentes pas ce moulin où il y a n'importe quel antisémite qui va dire, il y a pas que moi, il y a les juifs qui le disent aussi. Ça marche. Mais alors, Sarah, est-ce que ça veut dire, du coup, que, parce que là, c'est un peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, puisqu'il y a ce qui s'est passé aussi dans le dernier podcast, mais est-ce que ça veut dire que cette idée, par exemple, d'une conversation entre juifs qui seraient éventuellement pas d'accord est néfaste pour des conversations publiques, parce que tu disais donc dans les familles en privé on s'écharpait, on se mettait etc. Mais pas en public, c'est ça que tu veux dire ou pas du tout. Parce que qu'est-ce qui alimente le moulin c'est l'institution. C'est ça le problème, c'est quoi le fondement de l'antisémitisme? C'est déjà de monter les juifs les uns contre les autres. C'est là l'ennemi numéro 1, encore une fois, à la demande du CRIF, c'est le CRIF. Faut quand même m'expliquer en quoi le CRIF actuel, le CRIF sous Yonatan Arfi, et d'ailleurs le CRIF global, mais parlons de ce qu'on connaît là. Le CRIF sous Yonatan Arfi a pu poser un problème, et donc ils veulent disloquer en fait et décrédibiliser la parole juive. Il faut la décrédibiliser. Mais est-ce qu'il y a... On ne nous croit plus. Tout ce qu'on dit n'a pas de valeur. Et c'est d'ailleurs le nouvel argument de dès que il y a une critique de l'État d'Israël, on dit non, on va me dire que c'est antisémite alors que non, c'était antisioniste. Mais non, on n'a pas de problème avec comme le disait Alexandre, avec la critique sincère de l'État d'Israël, avec le combat sincère pour les Palestiniens. Est-ce que on est obligé dans une manifestation pro-palestinienne d'appeler à l'intifada dans les rues de Paris? C'est comme ça qu'on va aider les Palestiniens? C'est en mettant des mains rouges à Sciences Po qu'on va aider les Palestiniens? Moi, j'ai aucun problème. Moi-même, je pourrais participer à une manif pro-palestinienne. Mais pas avec ces gens-là. Pas avec des antisémites. C'est tout le sujet. C'est un débat qu'on avait eu dans le podcast précédent. J'expliquais au mec de Tzedek que moi non plus. Enfin, que j'étais à peu près comme toi là-dessus. Mais... Pour autant. Regarde, Alexandre et moi, on n'est pas complètement, enfin, on est d'accord sur plein de choses, mais on peut en parler, c'est pas pareil. Bien sûr qu'on peut être en désaccord. Je peux pas te dire, il n'y a pas de vote juif et te dire tous les juifs pensent la même chose. C'est pas monolithique, la pensée juive. Elle est super diversifiée. Parce que tu dis, il faut porter la parole juive. Non, j'ai pas dit, il faut porter la parole juive. J'ai dit, il ne faut pas alimenter le moulin de l'antisémitisme. Mais on peut parler d'Israël et dire des trucs critiques d'Israël sans alimenter le moulin de l'antisémitisme. Et on sait, et on peut le faire sans être récupéré, et c'est pas si compliqué. Quand on dit des trucs, et là pour le coup effectivement c'est ce que tu déplorais tout à l'heure de finir ces phrases par mais je suis ceci, mais je suis cela, mais quand on finit ces phrases par et on dit ça en sioniste, on directement on n'est pas récupéré par les antisémites, on n'est pas récupéré par les carons, etc. Ils arrivent pas à récupérer ce terrain-là. C'est un bon point. On peut pas du tout apparaître comme des bons juifs en disant ça, parce que on a mis ce préalable, et c'est ce qu'on fait à chaque fois avec la paix maintenant. Tout ce qu'on dit sur Israël, on le répète pas rituellement non plus, mais on le situe dans le champ sioniste, et c'est ça qui fait que qu'on arrive à ne pas être récupéré et qu'on arrive à bien dissocier ces deux choses. Tu as complètement raison. Après, en tout cas nous en tant qu'organisation, on refuse l'injonction. C'est vraiment ce que j'expliquais. Tu ne m'obligeras pas à me positionner. Si je veux me positionner, d'ailleurs on l'a fait quand on nous a interrogés sur le gala d'Israël is Forever qui avait invité le ministre Smotrich, on n'a pas eu de problème à le condamner. Donc on n'a pas de problème. Mais quand je veux, c'est moi qui décide quand je parle. C'est nous qui décidons quand on se positionne. Il n'y a pas cette injonction. On passe notre temps dans n'importe quelle manif, sur n'importe quel plateau, dans n'importe quel événement, à nous dire ah oui, ok, mais alors vous êtes des pro-Bibi. Mais attends, mais dis-moi, moi je t'ai demandé ce que t'étais toi. Enfin, c'est pas le débat là. C'est pas le débat. Moi, je viens aujourd'hui en tant que militant contre l'antisémitisme. Tu ne me forceras pas à me positionner. Tu ne m'essentialiseras pas. Depuis le 7 octobre 2023. On passe notre temps à être assigné, à être essentialisé, et je vous passe tous les mots à la mode de l'invisibilisation et de la silenciation qui vont très bien avec aussi. Mais non, vous ne nous assignerez pas. On dit ce qu'on veut quand on veut. Et c'était quand même ça mon point de départ sur la politique israélienne. Après, tu as raison, Alexandre. Mais pourquoi on dit rien? Parce que, enfin, moi aussi j'aime pas les injonctions. Moi non plus j'aime pas les injonctions, mais je pense que personne n'aime les injonctions, et que même chez Tzedek ils diraient la même chose, qu'ils le font pas par injonction, qu'ils le font sincèrement. Il y en a, pour me faire aussi l'avocat de l'autre partie, il y en a aussi qui se plaignent d'avoir aussi une injonction à, par exemple, chez les pro-palestiniens, à se dire, est-ce que vous condamnez le terrorisme, est-ce que vous condamnez les attaques du Hamas, alors t'as que, raison. et voilà, t'as complètement raison. Oui, c'est ça. Aussi, ils peuvent se plaindre de ce genre de. Oui, c'est T'as ça. complètement raison, et c'est indigne aussi. T'as complètement raison.
Mais on peut quand même s'interroger sur j'ai l'impression, je radote pas mal, mais on peut quand même s'interroger sur pourquoi les institutions juives dans leur ensemble, injonction ou pas injonction, finissent par ne rien dire. C'est une vraie question qui se pose. C'est comme Israël État normal, moi d'après moi, c'est Et pas on qu'on n'est a pas- dit, mais t'as raison, c'est un vrai débat et un vrai sujet problématique. Et on est en 2025. Tu as raison. On n'est pas dans un monde institutionnel juif qui n'est pas encore sioniste. On est toutes les institutions juives aujourd'hui sont sionistes. Enfin, se revendiquent ça. On peut pas, elles peuvent pas revendiquer cette séparation avec le Yishuv hier, comme il y avait Bien sûr, mais en je France partage. dans l'entre-deux-guerres. On va bientôt clore cette conversation, pas le sujet parce qu'il est inépuisable. Et puis on l'a bien vu, voilà, vous êtes tous les deux, effectivement, vous vous mettez d'accord sur pas mal de choses, sur la nécessité de vraiment lutter contre l'antisémitisme, de lutter contre, en tout cas, certaines figures qui peut-être se servent de l'antisémitisme à des fins, électoralistes ou autres. Vous vous posez des questions, effectivement. Moi j'ai beaucoup apprécié ça, votre capacité à vous dire on n'est pas sûr exactement que telle ou telle stratégie marche complètement, mais en tout cas il faut faire quelque chose. On l'a beaucoup entendu de la part de Sarah aussi, c'est cette énergie que tu mets à réagir, à répondre à ce moment-là. Vous avez pas, on a peut-être pas tout abordé, mais je sais que il peut y avoir des différences, encore une fois, de positionnement sur l'échiquier politique ou justement de décider de se positionner ou pas sur l'échiquier politique. Il peut y avoir des différences sur la stratégie à adopter. Est-ce que c'est du calling out, comme on dit en anglais, de dénoncer, de mettre à l'écart de l'espace public, ou est-ce que c'est dialoguer, ou est-ce que c'est éduquer? On a bien vu que les stratégies ont pas l'apanage en fait du succès de la lutte contre l'antisémitisme. De quoi vous auriez besoin individuellement et puis aussi à l'échelle de vos organisations respectives, de quoi vous aurez besoin pour un peu plus se mettre ensemble dans cet objectif que vous partagez? Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous, tu sais, on a déjà proposé à Golem plusieurs rencontres. Ils ont participé à certaines de nos initiatives, notamment, je me souviens, devant le mémorial de la Shoah, devant le mur des Justes, quand il y avait eu des étoiles de David taguées dans tout le Marais. L'événement qu'on avait organisé à Hôtel de Ville pour cette petite fille violée à Courbevoie. Là, tu dis, Alexandre, qu'ils n'ont pas enlevé l'antisionisme de leur statut. Si c'est le cas, pour nous, c'est un point de non-retour. Donc, c'est sûr qu'on fera rien ensemble. En dehors de ça, on a besoin de rien. On est super chaud pour qu'on fasse tout ensemble. On a évidemment plein de différences et plein de nuances, mais je n'ai aucun doute sur la sincérité du combat de Golem, sur l'intelligence de ce combat. Je déplore, en revanche, et je le redis, la politisation, qui, à mon avis, n'est pas la bonne stratégie, et dessert le combat de la lutte contre l'antisémitisme. Pour le reste, on est super, et quand je dis on est super alignés chez Nous Vivrons, sous réserve qu'il y ait quand même la revendication du sionisme, ou en tout cas la non-acceptation de l'antisionisme, parce que pour nous, c'est un deal-breaker. Ouais, je comprends que c'est un deal-breaker. C'est le présupposé de toutes les institutions juives françaises, et c'est à raison. Enfin, et se placer hors de ce terrain commun, c'est rendre le dialogue avec la communauté juive impossible. C'est quelque chose que je déplore un peu chez Golem. Mais de ton point de vue, du coup, de quoi tu aurais besoin, toi? Qu'est-ce que tu aimerais voir pour rendre les choses plus faciles dans cette collaboration, interorganisation? Moi, ce que j'aimerais voir, ce serait plutôt sur Israël. De réussir, mais si je pense que la faute est largement de notre côté, mais de réussir à parler véritablement à la communauté juive sur les sujets qui nous importent, le cessez-le-feu, la libération des otages, la solution à deux États, des choses comme ça, et de réussir à faire entendre une voix plus progressiste, en tout cas pour la paix, pour la paix tout simplement, et pour la survie d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Le faire davantage entendre dans la communauté juive et de travailler plus main dans la main avec les institutions juives là-dessus.
Et de faire entendre alors, les voix Nous, on israéliennes. n'est pas une institution juive, hein, parce que c'est sympa de bah non, on n'est pas une institution. On Vous sait êtes qu'il y a une un an et demi, association. on est une asso. Vous êtes une asso. Hein, Mais non, mais attends, moi je kiffe que tu parles de nous en Non, mais- institution juive. non, Ça mais veut vous dire qu'on a étiez- une assise. Bah, Non, je kiffe. Mais en tout cas, trêve de plaisanterie. Je partage ce que tu dis. Et les ponts naturels devraient être créés. Et c'est vraiment ce que je regrette. Parce que je comprends pas qu'on n'ait pas fait de choses ensemble, encore une fois, sous réserve du non-antisionisme statutaire. Mais en dehors de ça, c'est évident qu'associer nos forces, on ne sera pas tous d'accord. Après, c'est vrai qu'on a aussi des modes de fonctionnement différents, je crois. Nous, on est une asso telle qu'on a appris à militer. Ça veut dire qu'on a une petite équipe, on a un bureau, et à un moment donné, il faut décider. Parce qu'en fait, tu sais, c'est bien de se poser des questions, mais il y a toujours plus de raisons de ne pas faire que de faire. Donc nous, à un moment donné, on décide, on tranche et on y va. Et alors que Golem est plus sur un modèle, si j'ai bien compris... Très horizontal. Oui, voilà, enfin, nous aussi, hein, mais on n'est pas vertical, mais en tout très cas, bien. on prend des décisions. Non, mais alors que si j'ai bien compris, Golem, faut qu'il y ait beaucoup de décideurs et pas trop de veto. Et donc, bah oui, c'est vrai que ça bloque à un moment donné mais ça, c'est mon avis Non, mais perso. je vais rien dire là-dessus parce que c'est quelque chose que je déplore là, mais bon. Voilà, donc c'est aussi ça qui fait qu'à mon avis, on aura certainement du mal parfois à faire des choses ensemble, parce que on se parle souvent, et je suis sûre qu'il y en a plein qui seraient super OK. Mais il y en aura peut-être un ou deux, et donc je sais pas comment ça marche. Il y a un nombre de veto, enfin voilà. Mais c'est trop cool. Peut-être que c'est la cette lutte qui prime, conversation sera le début, peut-être d'un rapprochement. Mais Qui... Voilà. avec joie. Je vous remercie beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui, et je vous remercie pour cette qualité à la fois d'écoute, mais aussi voilà, c'était un échange relativement vif. On a pu aborder pas mal de sujets, mais encore une fois vraiment dans l'écoute et dans la volonté de comprendre. Merci à vous deux encore une fois. Merci à toi. Anti-clash.